Et s'il y a une personne qui s'appelle Elsa dedans, ce n'est pas fait exprès, même si elle s'appelle Elsa. Je m'en suis rendu compte après, en fait, que mon éditrice s'appelait Elsa, alors qu'il y a une personne qui s'appelle Elsa. Donc ce chapitre, le titre du chapitre est Partie sans laisser d'adresse, parce qu'en fait chaque titre de chapitre provient d'une chanson des années 40 ou 50. Ça, c'est une chanson de Lucienne Boyer qui s'appelle Partie sans laisser d'adresse. Dans la maison, l'inspecteur inspire. Ça sent le feu et le caillou. Son palais s'imprègne d'un goût de cendre. Il descend la marche. Les pulsations de son muscle cardiaque accélèrent. Il bloque sa respiration, hésite, ouvre la porte de la cuisine. C'est une pièce carrée, 2,10 m de plafond, chargée d'ombre, une cheminée massive et un poêle. La lumière est appelée par l'intérieur. Elle se projette en cône sur les dalles de pierre. À tâtons, il trouve l'interrupteur et une ampoule grésille, suspendue à 2 fils où s'accrochent des grumeaux de plâtre. À part ça, rien ne dépasse. Aucun fruit ne pourrit dans un des plats en terre cuite, pas de quignon de pain qui s'émiette dans la corbeille. La vaisselle est sur l'égouttoir de l'évier en céramique. Il y a une éponge sur le rebord, elle est sèche, rongée. Pas de frigidaire, ni de gazinière. Les gamelles sont usées au cul, mais elles brillent au-dessus du poêle. Le buffet est en formica. Le seul élément qui dénote, c'est un achat récent. Il fait moderne. Quelqu'un est passé après la mort et a fait place nette. Jouxtant le poêle comme un trou noir. Il y avance. Au passage, sa main glisse sur le bois du buffet. Un duvet de poussière bouloche sous ses doigts. Dans la pièce voisine, une grande table. On a récuré ici, plus que de coutume, à la javel. La tuerie remonte à 3 semaines, quand Henri et Louise Delhomme ont été massacrés. Comme l'inspecteur s'est arrangé pour faire appeler la gendarmerie, il sait que l'arme est un fusil de chasse. Il ferme les paupières, visualise. Henri Delhomme est en bout de table. Il ingurgite sa chichole. Le père Delhomme ne se méfie pas, c'est à bout portant. Un doigt presse la première queue de détente. Le coup claque, pan! Les projectiles fondent sur la tête du vieux. La déflagration ricoche. Ils arrachent le haut de son crâne, éjectent des morceaux de cervelle et de cartilage sur la tapisserie à fleurs pourpres. La chaise bascule, le corps s'écrase. L'inspecteur rouvre les yeux. Ses pupilles se dilatent. Il n'y a pas de cadavre, que la salle à manger. La scène de crime a été lessivée. Le corps d'Henri Delhomme doit être à la morgue de Valence. Peut-être a-t-il déjà été inhumé. Pourtant, l'inspecteur voit Henri Delhomme. Contre le mur, il le voit cette fois en vrai. Ses jambes gigotent comme les pattes d'un canard. Surtout, il a été achevé, c'est certain, et c'est le 2e coup. Pan! Les billes de plomb transpercent les poumons, le sang monte dans la gorge, coule à la commissure des lèvres. Le souffle d'Henri Delhomme devient rauque, c'est l'arrêt cardiaque. Les muscles cèdent et la tête plonge. L'inspecteur reprend ses esprits, calme sa respiration. Il n'y a aucun mort dans cette fichue pièce. C'est juste l'adrénaline qui produit ces hallucinations. La mort est son vrai métier. Il avance, inspecte l'auréole de sang lavé sur la tapisserie, puis il déboutonne sa redingote, enfile une main dans la poche portefeuille de sa veste et en sort un petit couteau de l'armée belge. Lame robuste, décapsuleur et ouvre-boîte, poinçon. Il déplie le poinçon, caresse la tapisserie du plat de la main. Les pointes sont des bouts d'os, les ronds de la grenaille qui a loupé la tête. Il positionne le poinçon et extrait un grain. La tapisserie est assez épaisse, la forme du projectile est presque parfaite. Il le fait rouler dans sa paume. Entre son pouce et son index, il jauge le diamètre. Il dirait du 8 mm, de la chevrotine pour gros gibier. Le père Delhomme n'avait aucune chance à cette distance. L'inspecteur ouvre la fenêtre, débarre les volets. Les battants tapent contre la façade en quasi-simultané. Clac, clac. Ses paupières clignent. Dans le potager, des ficelles sont tendues, les semis bien parallèles, betteraves, panais, pois, haricots. Il n'en sait strictement rien. Il conclut, les époux de l'homme vivaient contre le temps, sans besoin de rien ni de personne. C'étaient juste des paysans. Le mari a été tué en premier, la femme en second. Le bon ordre. Il a aussi fallu recharger le fusil. Ça a pris du temps. L'inspecteur passe dans la pièce mitoyenne. Immédiatement, ça crapahute. D'instinct, il dégaine le semi-automatique de son holster d'épaule. Il imagine les rats grignoter le cadavre. Ça sent la merde et le foin.
des lapins dans leurs clapiers. Un calustrou est percé au nord. Près du premier casier, l'inspecteur repère des épluchures de patates, des débris de carottes, du fourrage. Une grosse bestiole passe ses nerfs sur un barreau. C'est une lapine. Ses neveux sont probablement ses enfants, à force de pondre à tout va. Voilà où il en est. Il braque une lapine gravide avec un pistolet semi-automatique. Somme toute, c'est aussi futile qu'improbable. Il rengaine. Puis, il ramasse un brin de paille et le glisse entre les barreaux. La lapine grignote et ça le satisfait. Il n'a plus d'amis depuis longtemps. Sa vie est méfiance. Chaque nouvelle enquête n'est qu'un chapelet de mensonges pour faire parler, trouver, tomber, se relever, pour échouer. C'est à ce moment-là que l'inspecteur réalise. Les lapins sont nourris. C'est forcément la gosse. La fillette a disparu le jour du massacre des parents de l'homme. Ça ne peut pas être elle. Si elle était toujours par ici, les gendarmes lui auraient mis la main dessus, d'autant qu'elle a 11 ans. Elle est née vers 1940. C'est le seul élément qui vaille. L'inspecteur retourne à l'entrée et il grimpe jusqu'à l'étage. Sur la droite, un couloir. De l'autre côté, une grande pièce. La porte est ouverte. Des filets de jour traversent les jointures du volet et dessinent un rectangle blanc sur le parquet. Il y a un lit en noyer. Une armoire étroite, avec miroir piqueté. L'inspecteur voit sa silhouette dedans, coupée au genou. Il étudie les traits de son visage, grand front, sourcils épais et droits. Il est plutôt mince, mais on devine un petit bedon. Surtout, sa gorge est molle. C'est l'âge. Il aura 51 ans dans 10 jours, exactement. Il remarque au sol un gros papillon blanc qui a séché et se rappelle les mûriers dans la prairie. Il a fait un quart de tour sur lui-même et constate de visu que des cocons ont été écrabouillés. Un autre est tranché en deux et peluche. La chambre sert de magnanerie. Les époux de l'homme faisaient dans la soie, certainement pour payer leurs factures et avoir quelque liquidité. Il ouvre l'armoire, 2 cravates, des pantalons d'homme, des chemises d'homme, quelques couvertures, 4 vestes, des chaussettes épaisses, des slips, une grosse ceinture en cuir brut. Au-dessus de la cheminée, l'horloge retient son regard. L'inspecteur met un temps à comprendre ce qui le dérange. Les livres, en tas, partout. Il se penche, ramasse un recueil cartonné, Les villes tentaculaires d'Émile Verhaeren. Il feuillette, remarque des annotations au crayon, chure de mouches illisibles. Cet auteur, il ne connaît pas. Il décompte à la louche au moins 100 livres. Dans la bibliothèque, sous la fenêtre, les ouvrages de luxe. Il distingue le dos du Capital de Karl Marx. Henri Delhomme était lecteur et communiste. En général, les paysans sont conservateurs et analphabètes. Voilà ce qui ne va pas. D'autant que les rouges, il déteste. Maintenant, il avance dans le couloir. Les larmes de plancher craquent. Première porte, un débarras. La deuxième porte est vitrée. Il l'ouvre. Il y a 2 lits, l'un plus petit que l'autre. Le lit d'enfant est fait. La gosse dormait là, à côté de la mère de l'homme. Il repère une fibre qui s'échappe du matelas. Il cherche du sang. Il place une main sur la housse, appuie, ça crisse. Elle est fourrée de feuilles d'épis de maïs. C'est rustique et économe, mais il n'y a pas de sang. Rien n'a été lessivé. Il n'y a pas eu de crime ici. Rien n'est à apprendre. Les Delhomme étaient pauvres. Le mari dormait dans la magnanerie bibliothèque, la femme et la gosse ici. Sur la table de toilette, les pots à coton, le collier de perles suspendu à un coin du miroir. Il se refait le film de l'assassinat. Le premier coup de feu est parti dans la salle à manger, puis le deuxième. Il chiffre les pas. La recharge du fusil par la culasse, 1 cartouche, 2 cartouches. Louise Delhomme qui se précipite, qui n'a pas le temps de dévaler l'escalier. Dans le même temps, il ouvre la fenêtre, puis les volets. Le clac-clac est amorti par le feuillage de vigne vierge. Louise Delhomme n'est pas morte à l'intérieur, et il n'y a aucun indice. Sans doute a-t-elle été tuée dehors. Par cette ouverture, l'inspecteur regarde droit devant. La vue est bouchée par un érable touffu. Sa tête pivote. Après le champ, il y a une autre ferme, plus haut, derrière un bosquet de chênes. Elle est composée de 2 bâtiments en ruine, isolés de tout. Il entend le souffle d'un cheval, repère un Rouen ardennais, une bête de trait. Il entend des pas qui écrasent les marches de l'escalier. Il reste prostré, immobile, devant la fenêtre. Il sait que ce n'est pas la gosse, non. Ça ne peut pas être elle. Le pas est trop lourd, trop décidé. Lorsque l'inspecteur se tourne, une silhouette est figée dans l'encadrement de la porte. C'est un homme. Il sera un allié ou un ennemi. Il n'y a jamais d'autre catégorie dans le cosmos. Donc ça fait 10 minutes pile. Cette chute est parfaite. La chute est parfaite. Je répète ce que dit l'éditrice. C'est pour donner envie de lire la suite. Et ouais, ça marche bien.